Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Et aujourd'hui on attaque la Total Energy. On va revenir un petit peu sur l'année 2024 de cette équipe, l'effectif 2025, les coureurs à suivre, le nouveau maillot, parce que le maillot a un petit peu changé. Alors voilà, on va revenir sur tout ça. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et ça se passe dans les commentaires. Puis plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant. Ça permet également de me soutenir. Je remercie les gens qui font cet effort. On commence tout de suite avec la Total Energy. La Total Energy, eh bien, c'est une équipe qui est dans un entre-deux-mondes. Entre-deux-mondes, c'est-à-dire que c'est une équipe de deuxième division qui n'est pas un petit poussé, comme Novo Nordisk, comme Flanders Baloise, comme Burgos, mais qui ne peut plus matcher avec les meilleures équipes. Et c'est bien ça le problème. Aujourd'hui, la Total Energy rivalise pas avec la Tudor, rivalise peut-être même plus avec la Q36, surtout avec l'arrivée de Pidcock, ne rivalise pas avec Uno X, ne rivalise pas avec Israël et Lotto. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, elle est trop loin pour aller viser beaucoup d'invitations sur une année. Et en 2024, le début de saison 2024, ça a quand même été la douche froide pour cette équipe, le nombre d'invitations qu'ils n'ont pas récupérées sur des courses où normalement elles étaient invitées, notamment les classiques flandriennes, Milan-San Remo. Le départ de Sagan a en fait très mal au niveau des invitations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Total Energy, vu le système actuel qui réserve de place obligatoirement aux deux meilleures équipes qui ne sont pas World Tour, qui aujourd'hui limite, peut-être pas sur les grands tours, mais limite à 22 équipes, forcément la Total Energy, elle n'est pas dans les deux meilleures deux meilleures équipes qui pourraient être invitées. Alors le Tour de France, aujourd'hui, même le Tour de France, c'est pas assuré parce que vous avez le souci Tudor avec Julien Lafilippe, très clairement. Aujourd'hui, c'est un problème pour cette formation. Et puis sur les classiques flandriennes, à part Paris-Roubaix, c'est vrai que pour les autres, ça commence à devenir compliqué. Alors vous avez toujours Liège, vous avez également la Flèche Wallonne, mais bon, ils n'ont plus forcément les coureurs qui sont efficaces sur ce type de terrain-là non plus, parce que Burgodeau, c'est un peu trop dur pour lui. Jordan Jegat, on ne sait pas vraiment. Peut-être Liège pour Jordan Jegat, mais pour moi, la Flèche Wallonne ne correspond pas vraiment à ses qualités. Bon, Pierre Latour, vu qu'il y a des descentes, c'est un petit peu un problème. Et Steph Kras, c'est pas le plus grand puncher de la Terre. Hein. Il a un profil très grimpeur, Steph Kras, mais pas puncher. Donc vous avez un problème sur ce type de format-là de course. Ce qui fait que l'an dernier, ils n'avaient pas prévu du tout ils avaient même fait un stage au Rwanda, normalement, pour pouvoir être en forme sur les classiques flandriennes. Sauf que leur calendrier en février et en mars a été extrêmement calme, avec peu de courses, peu de participation à des courses. Et ça, c'était pas vraiment prévu au programme. Donc ils ont décidé de changer quand même un petit peu leur approche là, sur le début de saison, en retentant d'aller en Italie. Je vois le trophée Oleguelia. Il y aura quand même des invitations sur des manches de Coupe de Belgique. Mais oui, moins d'objectifs véritablement sur les grandes classiques World Tour du mois de mars. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus invités sur ces épreuves-là. Et que ça va pas s'améliorer, je pense, dans les années à venir, hein, du côté de la Total Energy. Donc ils sont vraiment dans un entre-deux-mondes, un peu comme la Bardiani aussi, qui n'est pas en capacité de rivaliser avec les meilleures formations, mais qui en même temps n'est pas un petit, la Bardiani. Il y a, je dirais qu'ils sont... En fait, cette deuxième division, elle est très hétérogène en termes de niveau. On a les gros, on a les petits, et on a les moyens. Eux, ils sont dans les moyens. Avec la Bardiani, par exemple, avec Carn Pharma aussi, où c'est compliqué pour eux de rivaliser avec les meilleures équipes, même s'ils ont des bons talents, mais ils sont dans un entre-deux-mondes actuellement, et ça va être compliqué, oui, ça va être en fait de plus en plus compliqué d'aller choper des invites, vu le niveau actuellement de la deuxième division. Après, c'est toute la réflexion que doit avoir Total Energy actuellement. Est-ce qu'ils veulent grandir, donc augmenter leur budget,
Ça, actuellement, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif de Jean-René Bernaudot. Ou est-ce qu'ils doivent partir plutôt dans une réflexion d'aller emmener des jeunes talents vers le World Tour, quitte à ne pas les garder? Parce que c'est vrai qu'avant, dans l'équipe de Jean-René Bernaudot, on restait souvent pendant très longtemps. Il y a même des mecs qui ont fait toute leur carrière chez Jean-René Bernaudot, mais c'était rare les coureurs qui se barraient au bout de 2-3 ans. Ce qui est même l'une des rares formations à réussir à regarder ses talents aussi longtemps, parce qu'il y a Groupama aussi qui arrive encore à faire ça, mais c'est une des rares, et Decathlon, c'est une des rares équipes où on restait pendant des années, des années et des années. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui dans la plupart des formations. Et là, c'est là où il va y avoir une vraie réflexion, c'est est-ce que tu vas pas être juste une équipe de transition entre le monde amateur et le monde professionnel, pour les bons talents amateurs, mais juste une équipe de transition. Et ça peut être risqué parce que regarde la Flanders Baloise qui a été une équipe de transition. Aujourd'hui, la Flanders Baloise a un peu disparu. Donc, mais c'est la grosse réflexion. Et puis, est-ce que Total a besoin d'être présent dans le cyclisme si c'est pour ne pas gagner? Un sponsor comme Total Energy, je me demande encore l'intérêt de rester avec cette formation-là, en fait, en termes marketing. Voilà, Total Energy, c'est un énorme sponsor. Ils sont là pour la win. Ils sont pas là pour faire 15e du Tour de France, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, avec Total Energy, tu peux pas jouer la win, tu peux pas jouer top 10. Donc c'est vrai que c'est une réflexion vraiment du côté autour du sponsor. Alors normalement, le contrat perdure jusqu'en 2026, mais on verra au-delà s'il y aura une vraie réflexion du côté de la Total Energy de rester avec cette formation. Bon, retour sur l'année 2024 de cette équipe. Comme je l'ai dit, pas mal d'invitations qui ont sauté du côté de la Total Energy. Forcément, ça a été compliqué à gérer au mois de février-mars, où on a senti vraiment que l'équipe était en difficulté à ce moment-là. Heureusement, on va dire, ils ont réussi à rectifier le tir, notamment en fin de saison, avec une grosse tournée asiatique. Et là, je pense que c'est un truc qu'ils vont peut-être reproduire dans les années à venir, c'est d'aller au Japon, d'aller en Chine notamment, d'aller en Turquie aussi. Ça va peut-être devenir une obligation de viser plus les Pro Series que les World Tour. Ce qui leur permettra aussi peut-être de marquer beaucoup de points sur des Pro Series. Aujourd'hui, je pense que les World Tour, ça va devenir de plus en plus compliqué. Surtout qu'on doit avoir de nouvelles équipes qui arrivent. Il y a des formations qui sont un peu en attente de monter en deuxième division. Donc ça va être de plus en plus compliqué, les invitations. Il y a aussi de plus en plus de densité, tout simplement, en France, mais aussi à l'étranger. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage de la Total Energy, c'est que ça fait encore rêver une génération. Mais je ne suis pas sûr que les jeunes aujourd'hui qui ont 17-18 ans rêvent encore, même s'ils sont vendéens, de démarrer à la Total Energy. Parce que l'effet Thomas Voeckler, les mômes aujourd'hui qui ont 17-18 ans, ils ont connu Thomas Voeckler sur la fin, quand ils avaient 7-8 ans. Donc pour eux, c'est pas une idole. Julien Alaphilippe est une idole, mais pas Thomas Voeckler. Donc est-ce que l'esprit, on va dire, Jean-René Bernaudot va encore marcher pour ces coureurs-là? C'est pas sûr. Ils ont la force, c'est qu'ils ont le Vendée U. Même si aujourd'hui le Vendée U est quand même menacé par d'autres formations, même si désormais le Vendée U est une équipe professionnelle. C'est un peu particulier parce qu'en fait le Vendée U est une équipe Conti nationale. C'est un nouveau format qu'ils ont inventé à la Fédération de cyclisme. Comme les équipes amateurs sont en train de disparaître, on va pas se mentir, notamment en première division, ils ont créé ce statut-là qui permet en fait de payer des coureurs. C'est une Conti, elles sont considérées comme Conti au niveau UCI, donc ce sont des équipes continentales. Vendée U est désormais une équipe continentale, mais en gros elles n'ont pas le droit de participer en France aux épreuves Pro Series. Elles ont le droit de participer seulement aux 2-2 en France, ce qui leur permet déjà d'avoir un beau petit calendrier, et de participer aux 2-2 également à l'étranger, et surtout de pouvoir payer les coureurs, ce qui n'était pas forcément obligatoire avant. Mais voilà, il y a mais sans payer de charges sociales. Je crois que c'est vraiment un format à part qui a été créé par la Fédération française de cyclisme. Donc c'est vrai que le Vendée U, ça va peut-être attirer plus de coureurs, d'avoir une formation où tu peux être payé, ce qui avant n'était pas le cas, foncièrement, pas toujours, où tu étais amateur. Et puis, oui, du côté de cette formation, des résultats, où en fin de saison, c'est vrai qu'ils ont beaucoup gagné.
Sur des courses, encore une fois, 2.1, pas forcément sur des grosses épreuves. Il y a cette victoire sur le Tour de France qui a fait beaucoup de bien à cette formation. Mais on voit bien que l'écart s'est creusé avec la Uno X, l'écart s'est creusé avec les meilleures équipes. Aujourd'hui, cette formation n'est plus en mesure de rivaliser avec les meilleures équipes de deuxième division, ce qui était le cas il y a une dizaine d'années où c'était l'une des meilleures équipes de deuxième division. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ils sont plus en capacité de rivaliser et ils ont plus les coureurs qui attirent pour les invitations. Même si ces dernières années, je pense le fait d'avoir recruté à la fois Terpstra et Sagan n'était pas forcément une bonne idée, parce qu'ils n'ont pas réussi à être performants dans cette formation-là. Pas grand-chose d'autre à dire du côté de cette formation, à part que voilà, il y a des changements, on va dire, un peu dans le calendrier de course. Il faudra voir comment ces changements sont acceptés également par les coureurs, parce que c'est vrai que tu vas peut-être perdre des coureurs s'ils ne peuvent pas aller sur les meilleures courses du calendrier. Hein. C'est vrai que ça va peut-être être un problème pour conserver les meilleurs coureurs. Les victoires de 2024, l'an dernier, on commençait avec une victoire sur le contre-la-montre du Tour de Rwanda pour Pierre Latour. Puis Jason Tesson a remporté la Route Tourangelle. La première étape des boucles de la Mayenne pour Émilien Janière. Anthony Turgis remportait la 9e étape du Tour de France. C'est-à-dire qu'on était au mois de juillet, il n'y avait que 4 victoires seulement pour l'effectif. Encore une fois, c'est un effectif qui a aussi très peu couru l'an dernier. Et puis ensuite, les victoires sont enchaînées, notamment avec la 4e étape du Tour du Limousin pour Mathieu Burgodeau. Sur le Tour d'Istanbul, l'étape 1 pour Mathieu Burgodeau, comme l'étape 3 et le général. L'étape 1 pour Émilien Janière, l'étape 2 et 3 pour Burgodeau et le général. Le Tour of Taihu Lake, la 4e étape pour Jason Tesson et Émilien Janière qui a remporté la première et la 2e étape du Tour de Kyushu et également le général de cette épreuve. Alors certes, l'équipe a remporté 13 victoires l'an dernier, ce qui est plus qu'en 2023, c'est quand même moins bien qu'en 2022. Il y avait l'effet Peter Sagan en 2022. À l'époque, il y avait eu aussi des victoires en World Tour en 2022. Le problème, c'est que quand on regarde plus en détail, on a certes la victoire sur le Tour de France, qui fait quand même beaucoup de bien à l'effectif. Sinon, on n'a que 2 victoires en Pro Series. Et ensuite, c'est du 2.1 ou du 1.1. Donc on voit les résultats quand même se dégradent en termes de niveau de course, en termes de victoire. Avec 13 victoires du côté de la Total Energy, eh bien on se classe 28e, à égalité avec la Burgos, mais derrière la Tudor, à égalité aussi avec la Tudor, pardon, mais derrière une équipe comme Groupama, derrière une équipe comme Cara Rural également, derrière une équipe comme Ineos, qui ont plus gagné, mais devant, une équipe comme Cofidis, une équipe comme Arkea également, mais avec peut-être des niveaux de victoire un petit peu meilleurs pour ces formations-là. Il aura fallu attendre 52 jours en 2024 pour aller chercher une première victoire, ce qui est plutôt dans la moyenne, alors je dirais haute de cette formation. Mais il faut savoir que pendant très longtemps, cette équipe a participé à la Tropicale Amissa Bongo, où il y avait quand même que des équipes françaises et beaucoup d'équipes amateurs, la Tropicale Amissa Bongo, qui a désormais, qui est annulée en 2024, normalement était annulée. Voilà. Ce qui fait que ça permettait de gagner des courses très tôt dans la saison. Voilà. Ce qui a été un avantage, cette Tropicale Amissa Bongo. Je vois aussi, il y avait eu le Tour de Langawi, par exemple en 2000. C'est une équipe qui a rarement mis plus de 50 jours pour gagner une course. Hein. C'est vrai que là je regarde, c'est une équipe qui a toujours gagné très tôt, à part en 2005 où il avait fallu attendre Cholet-Pays de la Loire avec Pierrick Fédrigo, le Trobron-Léon avec Saïd Adou en 2007. Là je vois. Et 121 jours en 2021, avec la 3e étape du Tour des Asturies pour Pierre Latour, où là ça reste la période la plus longue, sans victoire. Je vois même des fois c'est des champions nationaux qui avaient remporté parfois Dan Craven par exemple, qui était champion national de Namibi, qui est passé dans quelques équipes parce que ça permettait de récupérer des points. Notamment il était passé chez Europcar pour marquer des points.
à l'époque où un transfert rapportait des points, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec le système actuel, parce qu'à une époque, un transfert apportait des points. Ce qui fait qu'en termes de points, Pro Cycling Stats, basé sur les 100 meilleurs résultats d'une formation, l'an dernier, ils ont marqué 3089 points, c'est-à-dire quasiment le même total qu'en 2023, où c'était 3047, c'est moins qu'en 2022. Bon, on est plutôt dans les résultats moyens de ces dernières années. Quand on regarde, on est plutôt dans la moyenne de côté de cette formation. Dommage, ça manque de victoires sur des grosses épreuves. On regarde le nombre de vainqueurs différents du côté de cette équipe. Ils sont au nombre de 5, ce qui est plutôt la moyenne haute du côté de la deuxième division, car ils sont classés 6e, donc à égalité avec la Burgos. Derrière la Tudor, quand même, mais devant une équipe comme Bingoal, devant une équipe comme Cara Rural, ou encore devant la Polti Cometa ou la Bardiani, par exemple. Et puis, c'est une équipe voilà, qui reste quand même placée au niveau du nombre de vainqueurs différents, donc une victoire en World Tour avec le Tour de France. On regarde les transferts du côté de cette formation, quelques départs, elles sont au nombre de 5, et à l'inverse, on a quand même beaucoup d'arrivées, elles sont au nombre de 8, donc un effectif qui grandit. Julien Simon a pris sa retraite comme Alexis Vuillermoz, Dries Van Gestel, ça c'est une perte importante, rejoint la Soudal Quick-Step, et enfin Valentin Ferron et Paul Ourselin ont rejoint la Cofidis, sachant que Paul Ourselin a dit grosso modo qu'il avait été blacklisté de l'équipe quand il a annoncé qu'il ne renouvelait pas. Ça c'est un petit peu la méthode Jean-René Bernaudot qui fait très souvent ça, et ce qu'on peut énormément regretter. Du côté des coureurs qui arrivent, eh bien, on a Alexandre Delettre de la Saint-Michel Mavic Aubert 93 comme Joris Delbove. Vous avez Samuel Leroux de Van Rysel. Vous avez Alexis Brunel qui lui n'avait pas d'équipe. Valentin Retailleau qui était dans la Décathlon AG2R. Florian Dauphin, lui, était dans l'équipe continentale de la Arkea. Et puis deux coureurs du Vendée U, Ryan Boulawat qu'on a déjà vu pas mal en échappée, et puis Nicolas Marcheroux. Voilà. On voit que dans le recrutement, ça change. Avant, on avait plutôt tendance à aller chercher dans les équipes World Tour françaises des coureurs qui, par exemple, étaient un petit peu en difficulté, ou voir dans d'autres formations par exemple des très bons coureurs professionnels. Là, on a plutôt été chercher des petits jeunes ou des coureurs qui étaient en 3e division. Donc on voit que ça change aussi la manière de faire, le fait d'avoir moins d'invitations, ça n'a peut-être pas permis à cette équipe d'attirer autant. L'effectif du Vendée U, j'allais dire, de la Total Energy, s'est rajeuni, 26 ans, 5 de moyenne d'âge. Alors c'est quand même l'un des effectifs les plus âgés de 2e division, mais on voit que sur les 3 dernières années, on a énormément rajeuni l'effectif par rapport à 2022. Et c'est vrai que c'est le départ des anciens, Tepstra, Sagan, Boissonhagen, qui a permis de rajeunir l'équipe, et puis un recrutement un petit peu différencié également. Donc on se rapproche de la moyenne de la 2e division, qui est aux alentours de 25 ans,8. Avec la Uno X notamment, 25 ans,8. Je rappelle que c'est l'équipe la plus jeune de World Tour. Donc on voit aussi les différences entre la 2e division et le World Tour au niveau des moyennes d'âge. L'effectif donc 2025 de cette équipe est composé de 26 coureurs. Le plus jeune est Ryan Boulawat. Il a seulement 20 ans et bientôt 21 ans dans quelques jours. Geoffrey Soupe est lui le plus âgé, avec bientôt 37 ans. Seulement, il y a quand même 7 coureurs qui ont 30 ans ou plus, mais en fait, vous en avez très peu qui ont plus de 35 ans. C'est seulement Geoffrey Soupe. En fait, ils ont entre 30 et 31. En fait, il y a beaucoup de coureurs qui ont entre 25 et 30 ans dans cet effectif. Peu qui ont moins de 23 ans, ils sont seulement 3, Baptiste Vadik, Nicolas Marcheroux et Ryan Boulawat. Pas grand chose à dire du côté de cet effectif, alors qu'on arrive à garder quand même la majorité des stars, même si on a parti Dries Van Gestel, on arrive à garder Stef Kras, Sandy Dujardin, on arrive à garder également les jeunes comme Janière, qui est plus si jeune que ça au final, Janière, mais on arrive à garder les coureurs qu'on a recrutés les dernières années, c'est-à-dire Janière, Gégat notamment. On prend Delettre qui a fait une belle saison chez Saint-Michel Aubert 93. Et puis on a aussi également Alexis Brunel qui est un petit peu une surprise, coureur qui a été chez UAE notamment, mais qui a pas mal vagabondé ces derniers temps en faisant du gravel, en faisant je crois du triathlon aussi. Alexis Brunel
qui revient sur la route. Bon, on verra ce que ça donnera du côté du coureur français. Allez, on regarde tout de suite les coureurs à suivre. Les coureurs à suivre du côté de cet effectif, eh bien je commence avec Émilien Janière, et oui le sprinter français. C'est vrai qu'on savait qu'il y avait Jason Tesson dans cet effectif. Jason Tesson n'avait pas forcément eu de grands résultats, alors on a récupéré Émilien Janière. Alors Émilien Janière, c'est assez surprenant ce coureur, parce qu'il a mis beaucoup de temps avant de rejoindre la Total Energy. Il était membre du Vendée U à partir de ses 19 ans. Et il a fallu attendre 2023 seulement avant qu'il rejoigne la Total Energy, donc à quasiment 25 ans, ce qui est plutôt tard maintenant dans le monde du cyclisme. C'est vrai qu'en 2023, on n'avait pas vraiment été émerveillé par ses résultats. Par contre, en 2024, il a fait vraiment des très très bonnes choses. Alors certes, certains diront sur pas mal de courses des 2.1, certes asiatiques, où forcément le niveau n'est pas forcément exceptionnel, mais il est là également sur le Tour d'Allemagne avec une 5e place. Il est là également sur le Tour... sur le Super 8, la Super 8 classique où il prend la 4e place. Sur le Tour de Wallonie, il est 2e d'une étape. On le voit également sur les boucles de la Mayenne, où souvent il y a quand même du beau monde, du côté des sprinteurs français. 5e également du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. 6e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, également Émilien Janière. C'était là où il m'avait marqué. C'est l'une des rares courses où je l'ai vu, même Kuurne-Bruxelles-Kuurne, parce qu'il faut savoir que c'est un peu compliqué pour moi de parler de ce coureur, parce que ça fait partie des mecs que j'ai assez peu vus dans l'année, Émilien Janière, parce qu'il a rarement couru sur des courses que j'ai regardées. Alors peut-être que ça sera différent en cette année 2025, c'est pour ça que je vais le suivre, parce que j'aimerais bien le voir sur des courses, notamment que je vois sur la saison. Alors là, je vois qu'il va faire Montserrat, par exemple. Il a fait Oman, par exemple, je n'ai pas fait Oman. Par contre, j'ai vu sur la Classica d'Almeria cette année et je l'ai trouvé très bon, bien emmené aussi. On sent que l'effectif lui fait de plus en plus confiance. C'était déjà le cas en Asie. J'avais vu les vidéos de débrief de la Total Energy où on sentait qu'on lui faisait beaucoup plus confiance. Comme je dis souvent, vous avez des coureurs Remco Evenepoel et puis vous avez des coureurs qui ont besoin de plus de temps pour avoir leur maturité. C'est le cas d'Émilien Janière, mais c'est bien du côté du Vendée U de l'avoir gardé aussi longtemps, parce que ça veut dire qu'on lui faisait énormément confiance à Émilien Janière, et c'est bien quand ça paye derrière, tout ce passage au Vendée U, que ça paye du côté de la Team Total Energy. Donc j'espère qu'il va confirmer en 2025, et puis déjà un sprinter ça rapporte toujours beaucoup de points au niveau UCI. Donc ça c'est toujours pas mal. Et puis c'est vrai que Jason Tesson ces derniers temps ça a été plus compliqué en termes de résultats. Donc ça peut être pas mal d'avoir une deuxième carte avec Émilien Janière. Et puis pourquoi pas aller l'emmener également sur des classiques flandriennes, voir ce que ça peut donner, parce qu'il a quand même un sacré gabarit. Ça m'a vraiment impressionné à la Classica d'Almeria au niveau des bras. C'est quand même musclé. Y a de quoi être bien stable sur les pavés. Donc ça peut être intéressant notamment. Il sera donc au Grand Prix Samain, qui sera juste après le week-end d'ouverture, donc dans une vingtaine de jours désormais, le Grand Prix Samain. Toujours une course que j'aime bien, alors qu'elle a lieu un mardi, là aussi c'est une journée un petit peu atypique du côté du Samain, mais qui est toujours une manche intéressante avec un parcours qui est loin d'être évident. Et qui est peut-être le parcours belge qui se rapproche le plus d'un Paris-Roubaix, parce que c'est pas forcément des secteurs en bosse. Il n'y a qu'un secteur, on va dire, en bosse et qui n'est pas une énorme bosse, c'est du 4,5, 5%. Donc c'est ce qui peut se rapprocher, on va dire, un petit peu d'une trouée d'Arenberg, par exemple, en termes de dénivelé. Et ensuite, c'est très plat, et donc il faut être très bon sur les pavés, parce que c'est peut-être les pavés les plus sales et les plus difficiles qu'on peut trouver en Belgique, qu'on a sur le Samain. Donc c'est souvent une course assez intéressante et assez spectaculaire, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, parce que c'est un beau mardi normalement de cyclisme. On poursuit avec Jordan Gégat. Là aussi, un coureur qui a été bon l'an dernier, Jordan Gégat. Beaucoup de places d'honneur, notamment le Giro della Toscana, notamment également sur le Tour du Luxembourg, où il avait pris la 3e place sur la fameuse étape remportée par David Gaudu. On l'a vu sur le Tour de France, où il a été présent, notamment à Super Dévoluy, où il avait été efficace, et à Bologne, où il était dans l'échappée. Il a également participé au Tour des Asturies l'an dernier. Aussi, il a fait un bon Tour des Alpes-Maritimes. Moi, ce que j'attends de Jordan Gégat déjà en 2025, c'est qu'il arrive à confirmer. Parce que quand on a fait une grande saison
Comme lui, l'an dernier, c'est pas toujours évident de rebondir. Et puis, j'attends de le voir, oui, en montagne, parce que, bon, imaginons Steph Kras part, change d'équipe, ça serait bien d'avoir un autre leader de secours. Et aujourd'hui, c'est pas Burgodo qui va être leader en haute montagne. Donc, ça serait bien qu'on ait un Jordan Jegat, au moins pour des courses par étape de 4-5 jours. Je dis pas sur les grands tours. Aujourd'hui, on sait qu'il a pas forcément les capacités sur ces courses-là, mais sur des courses de 4-5 jours, sur des manches de Coupe de France, aller scorer des points encore une fois au UCI, eh bien ça peut être un coureur très intéressant. Donc je vais le suivre, voilà, cette année. Il sera notamment à la Classic VAR en fin de semaine. Donc voilà, j'attends du bon du côté de Jordan G4 et voir ce que ça peut donner. Voilà, du côté du coureur français, mais je pense que ça sera un coureur très intéressant. Sandy Dujardin, eh bien, un tour. Lui aussi, il a été présent sur pas mal de courses, mais pas aussi efficace que d'habitude, Sandy Dujardin. Alors certes, il y a une 5e place au championnat de France, la 2e place sur la route à Delhi de Vitré, mais par rapport à son année 2023, ça a été quand même un peu décevant. En 2023, il avait été très intéressant, notamment au championnat d'Europe, où il avait été dans le groupe poursuivant derrière Christophe Laporte. Et c'est vrai que j'en attendais beaucoup en 2024 de Sandy Dujardin, et il n'a pas réussi à confirmer Sandy. Et il se retrouve dans une position qui n'est pas simple. Parce qu'il y a toujours Anthony Turgis dans l'effectif. Donc c'est-à-dire que pour aller chercher des classiques flandriennes et des grandes classiques d'un jour, c'est pas forcément évident. Parce qu'ils sont sur des registres qui sont proches. Et en même temps, du côté du sprint, bah, tu as Jason Tesson et tu as surtout Emilien Janière désormais. Donc tu as moins d'opportunités d'aller chercher des places d'honneur sur des sprints. Parce que potentiellement, tu devras te sacrifier pour un Emilien Janière sur ce type d'épreuve. Donc c'est vrai que c'est peut-être l'année de tous les dangers du côté de Sandy Dujardin. Dernière année de contrat avec la Total Energy, donc il faudra voir également s'il veut changer de formation, parce que c'est pas un pur produit de la Total Energy et du Vendée-U, parce qu'il était passé par le club de Saint-Étienne-Loire notamment, et vu qu'il est du Mont Saint-Aignan, du côté de Sandy Dujardin. Ben vrai, il y a une vraie interrogation désormais sur sa place dans ce collectif du côté de Total Energy. Pour moi, c'est un coureur capable d'aller chercher des bons résultats sur des classiques, mais aujourd'hui, vous avez également Anthony Turgis. Alors, est-ce qu'Anthony Turgis partira? Si Anthony Turgis part, pour moi, il faut garder Sandy Dujardin du côté de la Total Energy, mais là aussi, il y a une interrogation. Si tu n'es pas invité sur la majorité des classiques belges, bah, c'est vrai que tu vas peut-être vouloir aller chez Cofidis, tu vas peut-être vouloir aller dans d'autres structures. Et ça va être le problème à la fois pour Sandy Dujardin et pour Anthony Turgis. Parce que oui, aujourd'hui, le souci de ce collectif, c'est de ne pas être invité sur les meilleures épreuves. Et ça, c'est un problème. Anthony Turgis, autre coureur à suivre. Oui, parce que déjà, lui aussi est en fin de contrat, Anthony Turgis, parce qu'il s'est vraiment relancé l'an dernier avec sa victoire sur le Tour de France. Ça lui a fait le plus grand bien. Il a été bon au Trofeo Cesc Salines, notamment en début de saison. On sent qu'il a dit, il a travaillé pendant l'hiver le sprint. 7e de la première étape du Tour d'Oman. Il était également sur la Classica de Almeria, notamment pour aider Emilien Janière. On sent qu'il va participer au train d'Emilien Janière cette année. C'est vrai que là encore, on est sur le problème de ne pas avoir autant de courses pavées que voulu pour Anthony Turgis. Après, moi je me dis, est-ce que c'est pas la dernière année d'Anthony Turgis chez Total? Il y est depuis 2019 désormais, que ce soit de Direct Energy et Total Energy. Je me dis qu'aujourd'hui, quand je vois notamment le calendrier qu'aura certainement la Lotto, je me dis que par exemple chez Lotto, il y aurait un intérêt à aller le recruter. Pourquoi? Parce que déjà sur les classiques flandriennes, Dely n'a pas encore démontré forcément son talent. Turgis a déjà eu des résultats sur ces courses-là, et qu'en même temps ça ferait une bonne doublette avec Arnaud Dely. Je pense que ça se compléterait bien. Et ensuite pour emmener les sprints, Dely, renforcer le train d'Arnaud Dely, ça serait pas mal. Et là Anthony Turgis pourrait être intéressant sur ces courses-là. Donc je me dis que la Lotto pourrait être intéressée par un profil comme Anthony Turgis. Et l'avantage, c'est que si tu fais partie de la Lotto,
tu es invité sur toutes les courses du calendrier World Tour, donc les plus belles courses, donc potentiellement des courses où tu peux t'exprimer. Et c'est vrai que c'est le gros problème de Turgis l'an dernier, c'est que toutes les grandes classiques, il n'y a pas participé quasiment. Donc il a envie, je pense, d'aller faire ces grandes classiques, et Total Energy, je pense, aura de plus en plus de mal à être invité sur ces grandes courses. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a un intérêt à rester chez Total Energy? Je ne suis pas sûr. Je termine avec 2 grimpeurs, Pierre Latour. Pourquoi? Parce que c'est peut-être sa dernière année, et que moi je me dis, si c'est sa dernière année en carrière, quel gâchis du côté de Pierre Latour. Quel gâchis, parce que oui, il y a ces difficultés à être performant en descente, mais pas seulement le contre-la-montre. Pour moi, c'est un coureur qui a énormément baissé de niveau en contre-la-montre. Aujourd'hui, Pierre Latour, donc je me dis qu'il y aura quand même beaucoup de gâchis. Et je me dis, bon, bah, ça sera un coureur, ça sera dommageable. C'est vrai que quand on voit ses résultats depuis 2019, hein, c'est quand même un peu la douche froide, quoi. C'est un peu la douche froide. C'était un coureur qui était tellement prometteur en début de carrière. Quand il arrive chez AG2R, on se dit, ah, il n'est pas mauvais sur le chrono, bon grimpeur. Voilà, quand il gagne sur le Tour d'Espagne, et pourtant c'est pas le Tour d'Espagne que j'ai le plus suivi, 2016, mais je me dis, oh, ce coureur-là, il a un énorme potentiel. Il a un énorme potentiel. Ça fait depuis 2019 qu'on n'a pas vu ce potentiel-là, et c'est pas que la descente. Je pense que la descente gâche beaucoup de choses. Je pense que déjà, le problème de Pierre Latour, c'est qu'il n'a pas forcément une âme de leader. Tu sais, c'est un peu un... T'as l'impression qu'il me fait penser un peu à Franck Montagny en Formule 1. Pour ceux qui se rappellent, c'est-à-dire que le mec est un peu... T'as l'impression qu'il s'en fout un peu de tout, quoi. Il est un peu... Ouais, c'est le mec qui est sympatoche, qui est rigolo, Pierre Latour. Je pense que dans un collectif, c'est un mec qui doit amener de la bonne humeur, de la joie de vivre, mais tu sens qu'il manque peut-être un peu de sérieux. Et pour être leader, bah, il faut du sérieux. Puis il faut être meneur d'hommes, et là je suis pas sûr que ça soit un meneur d'hommes, très clairement Pierre Latour. Quand tu veux être leader d'une grosse équipe, même à la Total Energy, il faut être un meneur d'hommes, et là je pense que c'est un mec qui est pas suffisamment fort dans ce domaine-là. Il l'a dit, hein, de toute manière, s'il galère trop dans les descentes cette année, il abandonnera. Donc on verra sur le Tour d'Andalousie, on verra sur les classiques Ardèche et Drôme. Mais il a dit, hein, s'il galère trop cette année dans les descentes, il ne repartira pas pour une nouvelle saison. Ça sera sa dernière année en carrière. Et je me dirai à ce moment-là, mais quel gâchis. Déjà Calmejane, en gros, hein, aussi, qui est à peu près de la même génération, hein, vous regardez. Il doit y avoir un an d'écart avec Calmejane. Calmejane, déjà, tu te dis... Enfin, cette carrière est une énigme. Mais Pierre Latour, je me dis, ah, mais quel gâchis, quoi. Quel gâchis du côté de ce coureur qui était si prometteur en début de carrière. Et puis, bon, bah après, derrière, ça a été difficile. Il n'a jamais réussi à se remettre dedans. Contrairement à Pinot, contrairement à Bardet, qui ont eu un passage compliqué et qui ont réussi à redémarrer. Lui, il n'arrive pas pour le moment. Donc, j'espère qu'il trouvera la solution cette année, parce que je serais triste de le voir quitter le monde professionnel, et surtout de le voir quitter le monde professionnel par une si petite porte. Et puis je termine avec Stef Kras. Le Belge, enfin le coureur l'un des plus malchanceux, parce qu'en plus souvent quand il tombe, c'est pas réellement de sa faute. Souvent il y a un petit copain qui l'aide dans ce genre de situation. Ouais, j'attends beaucoup. J'attends surtout une année sans problème, quoi, pour Stef Kras. C'est surtout ça que j'attends, parce que je me dis qu'il a un potentiel de faire des grandes choses s'il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a toujours un truc qui est un grain de sable qui vient foutre dans les rouages. Un spectateur mal placé, une chute. Là, l'an dernier, c'est l'un de ceux qui a le plus souffert de la chute au Pays Basque. C'est vrai qu'il a eu du mal à relancer, hein, à redémarrer la machine. Donc j'attends une saison sans problème, voilà, en 2025 pour lui. Alors même s'il y a eu un bon Tour de France quand même, parce qu'il fait 16e, et encore il perd des places sur le dernier jour, sur la fin de course. Mais oui, j'aimerais tellement le revoir là aussi à un bon niveau, parce que l'an dernier, ça a été difficile pour lui avec tous ses problèmes de chute, et j'aimerais le voir enfin avoir une année sans problème, sans chute, sans malheur, du côté de ce coureur qui vient d'avoir 29 ans. Donc j'espère que ça arrivera pour lui, parce que sinon je serais très triste. Voilà pour Stef Kras.
On regarde le maillot 2025 de cette formation. Il évolue beaucoup plus blanc qu'auparavant, et ce qui fait qu'on a pu ces couleurs sur le bas qui se voyaient, il faut dire, assez peu. Je trouve que ce maillot, qui était au départ, il faut le dire, absolument ignoble, hein, le maillot de la Total, pour ceux qui se rappellent, avec le cuissard rouge. Alors c'était surtout le cuissard rouge, moi, qui détonnait, hein, un peu à la Polti Cometa. Bien, désormais... on est sur du blanc, c'est plus... Oui, c'est un blanc immaculé, alors c'est simple, voilà, c'est simple, mais ça fonctionne, je trouve. Alors j'aurais mis quand même le logo Total Energy un peu plus gros, je trouve qu'il est un peu petit, sur les vues d'hélicoptère notamment. Et puis il ressort peut-être pas suffisamment par rapport au blanc, ça serait peut-être pas mal de mettre une sorte de détourage noir un peu pour que ça fasse contraste avec le blanc, parce que je trouve que ça fait pas suffisamment contraste. Mais bon, voilà, ça fait le travail, mais sans plus. Je dirais que c'est pas mon maillot préféré du peloton, le maillot Total Energy. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!